sexe et vous, 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Sexe et vous sur Naradio comme tous les soirs du lundi au vendredi de 21h à 22h avec celle qui a toujours fantasmé sur Casimir dans l'île aux enfants, c'est Sophie Caldi. Salut Sophie. Pourquoi tu dis ça? C'est bizarre là ton fantasme Casimir. Mais non, je disais avec Alex que j'avais une voiture. Il me disait que j'avais une voiture rouge. Elle est pas rouge, elle est orange. Elle est orange Casimir, donc toi quand tu vas chez le concessionnaire tu dis bonjour, moi je voudrais une voiture orange Casimir. Non, j'ai loupé la rouge, effectivement. Il a raison Alex, au début je voulais acheter une voiture rouge. J'ai loupé la rouge parce qu'elle était juste vendue avant. Et donc il m'a dit j'ai la même en orange. Bah, j'ai fait je prends, ok. Celle qui depuis lundi se demande où elle est tombée, c'est Ameline, notre doula. Bonsoir Ameline. Bonsoir, c'est clair. Là, je me pose la question. Là. Ah, surtout après le passage du directeur dans l'émission, franchement. Ouais, on va lui poser plein de questions à Ameline parce que c'est pas sûr qu'elle revienne pour une autre semaine. L'actu sexe, Sophie, avec, là tu vas être choquée. Oui. Patrick Dis-moi. Bruel qui ne cesse d'être accusé d'exhibition sexuelle et de harcèlement. Le chanteur a été entendu en audition libre après les déclarations d'une esthéticienne qui dénonce certains comportements déplacés du chanteur. Patrick Bruel, est-ce que le mythe Pat Bru vient de s'effondrer? Alors, quand tu dis pas de bruit, déjà, le mythe s'effondre. Bah oui, parce que effectivement, moi je suis pas trop dans le milieu du showbiz effectivement, et j'ai pas du tout envie de l'être, mais tous les coulisses là, ça me m'horrifie un peu. Et puis pareil, donc comme je disais, je vais rabâcher les oreilles de tout le monde avec ça. Mais le week-end dernier, j'étais en formation Stop aux violences sexuelles. Et donc c'est une association loi 1901, et comme du coup elle n'a pas de subvention de l'État, elle peut balancer. Et a priori, il y a des politiques qui subventionnent des réseaux pédophiles. Donc voilà, le showbiz, la politique, de toute façon, voilà. Je suis ravie. Patrick Bruel, est-ce que c'est un fantasme aussi, Ameline? Pas du tout. C'est pas du tout ma génération. C'est pas du tout un fantasme. J'avoue que franchement, vu les infos, ça me donne encore moins envie d'aller voir. Sophie nous dit souvent qu'elle, c'est la voix qui fait la différence. Parce que je me souviens une fois, on passait derrière une chanson de Marc Lavoine. Tu nous avais dit que Marc Lavoine, en revanche, la voix faisait de l'effet. Bah oui, certains hommes. Après, c'est chaque femme a un timbre de voix particulier, certainement lié avec son histoire. Effectivement, moi je trouve que la voix est très très Il n'y a pas de nom, importante. ça. On a parlé des sapiosexuels. Il n'y a pas Des il y vocas a pas de nom sexuels. pour ceux qui sont attirés par les Vocas voix. sexuels, je sais pas. Ameline, est-ce que toi aussi, rien que par la voix, un chanteur ou même un homme normal peut... Un homme normal. Ah bah, parce c'est que les clair. chanteurs, c'est pas Attiré. des hommes normaux, c'est vrai. A Non, priori. mais je veux dire, c'est pas forcément en écoutant une chanson, ça peut être au téléphone, quelqu'un qui t'appelle pour un sondage. Est-ce que ça peut déclencher quelque chose? Ouais, clairement. Les mecs qui sifflent aussi. Les mecs qui sifflent. Ouais. Non, mais qui sifflent, genre qui font des chansonnettes en sifflant, tu vois. Je trouve que c'est assez sympa. Ah, Ameline est bien dans cette émission parce qu'elle est aussi folle que Sophie. C'est Aussi pour ça folle que que j'invite moi. des gens comme moi, hein, tu sais. Les chiens font pas des chats, hein, et puis voilà, on est bien ensemble. D'ailleurs, j'ai un message pour Sophie d'Amanda. Ah, Amanda vas-y. Bronchère, évidemment, Oui, bien sûr. qui aimerait bien que tu arrêtes de marcher sur ces plates-bandes pour les invités. Ah oui, je vois de qui elle parle pour la semaine prochaine. Et elle a des invités qui pourraient aussi intervenir dans Le Sexe et vous, hein, parce que la semaine dernière, je me souviens plus du prénom. C'était les et feuillages du nom. burlesques. Oui, et entendu, une ouais. pin-up aussi. J'ai pas entendu. Enfin, j'ai entendu les deux invités, mais j'étais sur la fin de l'émission parce que je rentrais du boulot de mon institution. Et même Ameline, de toute façon, va passer, je crois, dans l'émission d'Amanda. C'est pas encore décidé. Je sais pas si je peux faire un teaser, mais c'est possible que je revienne. D'accord. Voilà. Donc non, mais après, on a le même réseau puisqu'on est. Elle a créé les apérophiles. Moi, j'y suis régulièrement. Effectivement, on a le même réseau. On participe. Elle est aussi beaucoup branchée sexo, donc forcément, on va sur les mêmes invités. Ça parle beaucoup de sexe d'ailleurs lors des apérophiles. Pas forcément les apérophiles parce qu'on est tellement nombreuses et on a envie de découvrir ce que chacune fait ou même pour faire des connaissances et pour se marrer entre filles. Après, bah oui, moi je parle de sexe forcément. Toi, Voilà, quand tu dis ce que tu fais, tout de suite on te pose des questions par rapport à ça Alors on pose ou pas tu des parles questions, mais boulot on fait des blagues, quoi, de la petite blagounette. Donc voilà, donc non, c'est moi, oui, j'ai tendance effectivement à parler beaucoup de cul, mais après ça fait rire. Oui,
se marre bien, quoi. Le dernier apéro-fille, on s'est bien marré, effectivement. Et je vais balancer Sophie Caldier avec une anecdote qui m'a été rapportée. Paraît-il que Sophie Caldier C'est moi qui aime te l'ai dit. la levrette. C'est moi qui te l'ai dit. Oui, la dernière fois, on a été dans un bar à Beaulieu, Pilboro, un bar à vin et à bière, et donc du coup, j'ai pris une bière qui s'appelle la levrette. Voilà, donc si vous voulez, si vous rencontrez Sophie, Blanche, un la apéro, levrette blanche, La parce qu'il y a levrette d'autres couleurs. j'ai pas noté toutes les couleurs, moi j'ai pris de la blanche. Bon, la nouvelle tendance pour arrêter d'embêter Sophie, c'est le micro-dating. Alors, on avait le clocking, maintenant le micro-dating qui revient à profiter de mini-rendez-vous en amoureux sans avoir à perturber son quotidien. C'est vrai que Sophie, on en parle régulièrement, plus ça va et moins on a de temps à consacrer, notamment à cause du boulot. Là, le matin, on met le réveil 20 minutes plus tôt, on gagne 10 minutes pour un câlin, puis 10 minutes pour un café en bas de la maison. Ça, c'est une technique, d'ailleurs, tu es presque novatrice, Sophie, parce que tu nous le dis souvent, de reculer le réveil, de mettre le réveil un peu plus tôt pour pouvoir profiter de son homme ou de sa femme. Oui, moi je suis partisane tout à fait. On passe au minimum, il faut qu'on se consacre au minimum 5 heures à notre couple par semaine et à notre conjoint. Ou notre conjointe, peu importe. Et effectivement, les 10 minutes du matin, oui, déjà commencer par un câlin. C'est pas forcément un câlin sexuel, pourquoi pas, hein, ça peut être un quickie, mais ça peut être aussi un câlin juste à nouveau pour revenir sur le toucher. On en a parlé hier, quelque chose de la communication, pas forcément verbale, mais quelque chose voilà, dans le toucher, on se câline pas assez dans la société actuelle. On ne se câline pas assez, mais on fait toujours des enfants. Et dans un instant, Sophie, on va avoir pas mal de choses à dire avec notre invité de la semaine, Ameline, puisqu'on va parler de l'après-grossesse, on va parler de l'accouchement avec les questions les plus fréquentes. Il y aura les questions des auditeurs. On revient tout de suite dans Le Sexe et vous. Nous sommes ensemble sur Naradio jusqu'à 22h. Naradio, Le Sexe et vous, Benjamin Ramaget. La deuxième partie du Sexe et vous avec celle qui souffle déjà alors qu'on n'est qu'au début de l'émission, c'est notre sexologue Sophie Caldier. Heureusement, Ameline est là pour... Je souffle parce qu'il fait chaud dans ton studio. Oui, c'est vrai. Et là, tu vas souffler un petit peu puisqu'on va parler de l'accouchement avec les questions les plus fréquentes. Alors, on va interroger... je vais sortir la lampe et emmener Ameline en garde à vue. C'est l'interrogatoire, Ameline. Déjà, première question. Le spéculum, c'est un peu bizarre. Okay, d'accord. Garde à vue, ça va. C'est mieux. Première question qui revient le plus souvent dans un sondage qui interroge les Français, Ameline. Va-t-on m'installer tout de suite en salle de travail ? En général, oui, c'est effectivement ce qui se passe. On a une salle, des salles qui sont dédiées plutôt au travail et des salles qui sont dédiées à la partie vraiment accouchement et expulsion du bébé. Et donc souvent, quand on arrive à la maternité, on va aller effectivement en salle de travail ou en salle de pré-travail. C'est vraiment, on arrive très tôt et qu'on a tout juste des contractions. Donc du coup, ça peut être une chambre personnelle en fait, par exemple. Si j'ai bien suivi mes cours de préparation, ça dépend aussi, Ameline, de la perte ou non des os aussi. Oui, complètement. Ça dépend effectivement si la poche des os a été percée ou non. Ça dépend des contractions et de leur fréquence. Ça dépend si le col commence déjà à s'ouvrir ou non. Enfin voilà, ça va dépendre de pas mal de choses. La deuxième question qui revient le plus souvent, ça concerne la nourriture et le fait de boire. Est-ce que je pourrais manger ou boire ? Alors, jusqu'à il y a peu de temps... Là, ça concerne les femmes, parce que les hommes, vous avez le droit de manger. Ah bon ? C'est injuste, c'est inégal. Pas devant votre compagne. Vous sortez, vous faites semblant d'aller aux toilettes et vous mangez. Il y en a qui fument aussi. Ouais. Manger et boire, jusqu'à il y a peu de temps, c'était pas forcément recommandé dans les hôpitaux. C'était même souvent proscrit. Et donc, les femmes étaient plutôt perfusées d'eau glucosée pendant tout l'accouchement. Donc, bon, quand ça dure 30 heures à l'eau glucosée, on n'est pas en super forme. Mais heureusement, les normes changent et les attitudes changent vis-à-vis de ça. Et maintenant, de nos jours, c'est quand même assez fréquent de pouvoir manger et de boire. Et heureusement, parce qu'un accouchement qui dure plus d'une journée, si on ne peut pas manger et boire, c'est quand même compliqué. La seule restriction, c'est s'il y a un risque de césarienne. Donc là, dans ce cas-là, comme il y a une anesthésie qui peut être parfois générale si ça vraiment c'est grave, dans ces cas-là, c'est préconisé de ne pas manger et de ne pas boire parce que ça pose problème pour l'anesthésie. Mais
comme les taux de césarienne, c'est quand même, ça n'arrive pas heureusement à tous les accouchements. Donc, surtout quand on fait appel à une doula, on l'a vu dans tout à fait. l'émission. Donc s'il n'y a pas de complications et pas de soucis, il n'y a pas de raison de ne pas manger et boire. Oui. Le petit conseil aussi, je sais que nous, ça nous avait été très utile, c'est comme tu le disais, Ameline, considérer que l'accouchement est un marathon et donc pas se précipiter vers l'hôpital et manger avec sa compagne un plat de pâtes, par exemple des féculents. Ça permet de tenir pour les deux et ça peut être utile. Oui, et puis la nourriture à l'hôpital, on sait ce que c'est. Oui. Vous n'allez pas manger une raclette, c'est clair. Donc autant effectivement prendre le temps de manger un petit peu avant d'y aller. Des sucres lents de préférence. Oui, pour tenir. Surtout après, il y a une différence quand même entre un accouchement du premier enfant et ça va peut-être moins vite. Oui, c'est clair. Mais même pour le deuxième, on a généralement quand même quelques heures pour voir venir. Donc on a le temps de manger un truc, ne serait-ce qu'effectivement juste un plat de pâtes pour se sentir bien, quoi. Mais bon, souvent quand même, pendant l'accouchement, on ne peut pas forcément manger beaucoup. Il peut y avoir aussi des femmes qui ont des symptômes de nausée. Donc du coup, elles ne vont pas forcément manger beaucoup. Mais un petit peu au fur et à mesure, c'est bien aussi. Et certains, avec le stress aussi, n'ont pas toujours très faim. Moi, ça ne me posait pas de problème. Mais j'ai vu des papas... Toi, on sait que tu ne manges pas beaucoup puisque tu bosses trop. Oui, voilà, j'ai l'habitude. Dans quelle position devrais-je m'installer ? La troisième question qui revient le plus souvent, là aussi, ça dépend, Ameline. Oui, ça dépend vraiment de l'hôpital, de ses pratiques, des protocoles. C'est vrai que souvent, la position la plus proposée, c'est la position dite gynécologique où on est couché sur le dos. Clairement, les anti-bénéfices de cette position ont été prouvés par de nombreuses études. Donc maintenant, ça commence à être connu que c'est vraiment pas la position la plus optimale. Et donc, c'est important, si on a envie de tester d'autres choses, de le faire, quoi, de tester d'autres choses. Et du coup, souvent, c'est quand même assez bien perçu de se mettre à genoux, à quatre pattes, d'être debout, suspendu, d'être peut-être... accroché à son compagnon et de se balancer. Il y a plein de positions à tester et qui sont en général toutes meilleures que coucher sur le dos, en fait, qui est à peu près la pire. Et ça, en France, c'est vrai c'est encore un peu dommage, mais on laisse pas forcément le choix à la maman, alors qu'à l'étranger, il y a beaucoup de pays où on a beaucoup plus de possibilités pour choisir. Généralement, en France, on impose la position standard. C'est pas forcément imposé, mais en tout cas, il y a pas les alternatives sont pas forcément proposées, oui. Et c'est quand même dommage, quoi, parce que vraiment, on devrait pouvoir se sentir libre de s'écouter et de se dire ah ouais non, là je me sentirais mieux comme ça. Ça me soulage peut-être le dos, par exemple, de se mettre dans une position particulière. Parfois, ça peut soulager les douleurs, et donc c'est pareil. Sous ça va permettre éventuellement d'éviter une péridurale potentiellement. Et la quatrième question. L'accouchement dans l'eau, juste. Ah oui. L'accouchement dans l'eau. C'est proposé beaucoup là dans le coin ou pas trop ? Piscine ou... Là, il y a maintenant pratiquement toutes les maternités mettent en place des salles nature entre guillemets dans leur maternité. Donc c'est souvent des salles qui proposent une piscine pour justement se mettre dedans. Une piscine, une petite piscine baignoire. Oui, genre sauna hammam. Pas une piscine olympique. Oui. Et du coup, qui sont vraiment effectivement intéressantes pendant le travail parce que la chaleur et le fait d'être dans l'eau, ça va vraiment aider à détendre et à limiter la douleur. Par contre, souvent, on n'a pas le droit d'accoucher dans l'eau. Enfin, ça dépend des protocoles, mais souvent, c'est assez restrictif pour ça. Et c'est aussi pas forcément recommandé d'y rester trop longtemps. Au-delà de 2-3 heures, ça peut ralentir un peu le travail. Donc, mais c'est une bonne option à tester si on a envie. On n'a pas le temps d'évoquer le papa puisque j'ai des signes d'Alex, mais oui, le papa peut rester en toutes circonstances aux côtés de la maman, sauf si vraiment il y a on est d'accord, sauf si vraiment il y a une intervention avec les médecins. Oui, en général, il peut rester à tous les moments, sauf effectivement s'il y a une césarienne, c'est généralement le cas où il ne peut pas rester dans la même salle, même si parfois ça peut évoluer, encore une fois. Et, souvent, il est contraint de rester à l'extérieur. Monsieur Poilvert, notre réalisateur, peut partir en pause musicale. On revient dans un instant. On va parler cette fois de l'après-grossesse, toujours avec Ameline et avec Sophie. On arrive dans Le Sexe et vous. Le Sexe et vous. 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planet Eros. Zone commerciale de Beaulieu à Pilboro.
La troisième partie du Sexe et vous, avec une émission consacrée aujourd'hui à l'accouchement et à l'après-grossesse. On va continuer d'en parler avec Sophie Caldier, notre sexologue, avec Ameline qui est doula. Si vous avez des questions pour Ameline ou pour Sophie, n'hésitez pas. Faites-le via la page Facebook de l'émission. Posez-les également via l'adresse mail de la rédaction, rédaction@naradio.fr. L'après-grossesse maintenant, avec là aussi les questions les plus fréquentes. Ameline, quand est-ce qu'on peut reprendre sa contraception après une grossesse ? C'est important de la reprendre assez vite, surtout si on n'allaite pas, parce que la fertilité, elle peut revenir quand même assez rapidement. Enfin, en général, ça met quelques semaines à revenir. Donc, souvent, encore à la maternité, il y a une sage-femme qui passe pour discuter contraception et proposer éventuellement la pose d'un stérilet si c'est souhaité, ou en tout cas de discuter des suites de la contraception. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer à y prêter attention dès le lendemain de l'accouchement, en tout cas. Surtout qu'on voit énormément, Sophie, de retour de couche, et quand c'est pas prévu dans un couple, ça fait mal, ça. Oui, je pense effectivement déjà gérer un enfant, la venue d'une nouvelle personne, on passe de 2 à 3, c'est déjà complexe au niveau psychique pour accueillir l'enfant et puis réorganiser psychiquement la famille. On pense que le deuxième enfant c'est plus facile, mais de 3 à 4 non, c'est dur aussi psychiquement, surtout en fonction de sa place, la place des parents dans la fratrie. Enfin, je ne sais pas si je m'explique correctement. Si on est deuxième et qu'il y a un deuxième qui arrive, ça peut remettre beaucoup plus. Il y a des remaniements psychiques qui sont beaucoup plus forts que pour le premier enfant. La deuxième question qui revient régulièrement, Ameline, l'allaitement permet-il de prévenir une grossesse ? Alors oui, mais sous certaines conditions bien précises. Il y a une méthode, en fait l'allaitement maternel c'est une méthode qui s'appelle la MAMA, du coup je ne vais pas me rappeler, la méthode d'Aménorrhée, bref. En tout cas c'est une méthode qui existe, qui est fondée sur l'allaitement. Et donc pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait, il y a 3 critères à respecter. Déjà c'est un allaitement exclusif, donc il ne faut pas qu'il y ait du tout d'introduction de biberon, que ce soit même d'eau ou de complément. Donc forcément ça nécessite une rigueur une bonne rigueur. Il ne faut pas qu'il y ait du tout non plus de tétine, de sucette, quoi que ce soit d'autre qui vienne perturber les besoins de succion du bébé, parce que c'est le fait qu'il tète souvent qui va protéger le retour de la fertilité. Et donc il faut assurer une fréquence au niveau des tétés. Donc on va dire qu'en général il faut au minimum 6 tétés par jour, qui ne soient pas espacés de plus de 6 heures. C'est la règle des 2-6 qui sont à respecter. Et en général, quand on respecte ces critères-là, selon la MAMA, donc cette méthode, on est protégé d'une grossesse pendant 6 mois. Dans la pratique, c'est bien de considérer 3 mois sûrs, parce qu'il y a des études qui montrent que quand même, au bout de 3 mois, même en respectant ces règles-là, on peut quand même avoir un retour de fertilité. Mais 3 mois sûrs. Si on allaite, Ameline, quelle méthode contraceptive utiliser ? Alors si on allaite pas partiellement ou qu'on ne respecte pas ces règles-là, du coup on peut utiliser une méthode de contraception barrière, donc le préservatif ou le diaphragme par exemple, c'est tout à fait adapté. Tout ce qui est le DU cuivre, donc le dispositif intra-utérin au cuivre va pouvoir être remis aussi sans souci sur l'allaitement. Et enfin, les méthodes les contraceptifs oraux et hormonaux comme la pilule sont disponibles aussi pendant l'allaitement, avec des dosages moins importants qui permettent de préserver le bébé aussi. Et quand on n'allaite pas, la méthode contraceptive à utiliser ? Ça va être les mêmes méthodes en fait. La seule chose c'est juste qu'au niveau des pilules, on aura des dosages normaux qu'on va pouvoir prendre. Mais sinon, c'est les mêmes méthodes qu'on utilise. On remercie notre président-directeur général Nicolas Côte qui nous apporte de l'eau dans cette émission. Sophie, est-ce que tu avais des questions pour jouer l'auditrice un petit peu avec Ameline? Est-ce que tu as une question à poser à notre doula? Moi, ça va être. Alors, je sais pas si on en parlera, mais c'est l'après-grossesse. Moi, comme je suis sexo, ça va être la sexualité. Après-grossesse, est-ce qu'il y a un délai à respecter? Je fais vraiment l'auditrice. Voilà. Est-ce qu'il y a un délai à respecter, Ameline? Ou est-ce qu'on peut reprendre, pas dès le lendemain, mais la semaine d'après l'accouchement?
Si l'envie est là et que le corps va bien, qu'il n'y a pas eu de soucis d'épisiotomie par exemple, enfin bref, si le corps et le mental vont bien, il n'y a pas de raison de s'empêcher de faire l'amour après l'accouchement, il n'y a pas de délai à respecter. Après, c'est s'il y a des indications, des contre-indications plutôt médicales, que là, il faudra peut-être différer un petit peu selon la pathologie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas besoin de revenir tout de suite. C'est pas grave si ça revient pas tout de suite. Et que si les douleurs persistent vraiment longtemps et que, mettons, une cicatrice d'épisiotomie ne cicatrise pas et reste douloureuse après la cicatrisation, là c'est problématique et il ne faut pas hésiter à consulter parce que ça ne doit pas rester douloureux. Et comment expliquer justement aux hommes, est-ce que toi ça fait partie effectivement de ton boulot, de l'expliquer aux hommes tout ce qui se passe justement en termes de sexualité, on en a un petit peu parlé les jours précédents, par rapport à la libido de la femme. Oui, c'est important de leur expliquer parce que souvent, effectivement, on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe, le bébé est là et moi je n'importe plus. Enfin, oui, il y a des raisons physiologiques qui l'expliquent, il y a des raisons psychologiques aussi dont tu as parlé. Donc effectivement, mon rôle c'est aussi de leur parler de ça en amont pour qu'ils puissent s'y préparer et une fois le bébé arrivé, quand ça arrive, de pouvoir mettre des mots là-dessus. Et de pouvoir proposer des solutions pour trouver d'autres manières de se retrouver que forcément dans un sexe pénétratif habituel. Oui, parce qu'il y a souvent des hommes, effectivement, qui se disent « Ah bah oui, tu m'avais promis que ce ne serait pas différent entre nous, et puis là, il y a le bébé, et puis en fait, du coup, on n'a plus du tout la même vie, quoi. » Ouais, mais en fait, on ne peut pas du tout le prévoir. Enfin, il y a des personnes qui pensaient ne pas pouvoir reprendre tout de suite et qui le font très vite, et d'autres pour qui c'est l'inverse. Enfin, on peut pas prévoir comment ça va être. Donc le tout, c'est de garder un espace de communication pour pouvoir gérer ça à deux, quoi. De toute façon, le sexe, Sophie, c'est comme la politique. Il faut mieux rien promettre. Comme ça, on est tranquille. Et se préparer quand même. L'émission est disponible en podcast si vous voulez évidemment réentendre ou si vous avez pris l'émission en route, si vous voulez écouter les conseils d'Ameline et de Sophie sur tout ce qui concerne l'accouchement, la grossesse. Bref, l'explication du métier de doula, c'est disponible en podcast. On vous met tout sur les réseaux sociaux de Naradio. On revient dans un instant pour répondre à vos questions dans la dernière partie de l'émission. Naradio, le sexe et vous, Benjamin Ramaget. La toute dernière ligne droite du sexe et vous, on répond à vos questions. Vous les avez posées via la page Facebook ou via l'adresse mail de la rédaction, rédaction@naradio.fr. Sophie Caldier, sexologue, et Ameline, notre doula, vont répondre à ces questions. On a une question de Julie. Alors ça, c'est peut-être plus pour Ameline. Je me demande si je vais prendre ou pas la péridurale. Jusqu'à quel moment peut-on se décider ? Alors en théorie, on peut se décider à n'importe quel moment pour la péridurale, sachant qu'il y a plusieurs types de péridurales qui se posent différemment, et donc il y en a certaines qui peuvent se poser plus facilement. Enfin, on voit souvent la péridurale qui est posée dans le dos avec une grosse seringue. C'est effectivement celle qu'on peut préparer. On peut d'ailleurs préposer la péridurale et donc se laisser la possibilité de choisir au dernier moment ou pas. Il y a d'autres moyens aussi d'avoir des anesthésiants, pas forcément que de cette manière-là. Donc en théorie, on peut le faire à n'importe quel moment. Après, dans la pratique, quand on arrive vraiment très proche du moment de l'expulsion, donc de la fin de l'accouchement, souvent ça va pas être proposé parce que ça va mettre trop de temps à faire effet. Au final, ça servira plus à grand-chose. En même temps, si on arrive à ce moment-là de l'accouchement sans avoir eu besoin avant, c'est qu'a priori, c'est plutôt bien géré. Et on peut évidemment partir avec l'idée, Sophie, de ne pas prendre la péridurale et puis changer d'avis parce que la douleur est trop forte. Oui, sauf qu'à un certain moment, je crois que les médecins la donnent plus. Au niveau médical, c'est pas possible, ce que tu viens de dire. Ouais. Généralement, on le ressent tout de suite, non, Ameline, si on va être capable de supporter la douleur avec les premières... Non, vraiment, ça dépend. Enfin, quand on a des travails qui sont très longs, tu peux la supporter pendant 12 heures et après ne plus en pouvoir. Et c'est normal aussi, quoi.
Par contre, moi, je connais effectivement des femmes qui ont décidé de ne pas prendre la péridurale parce que... et la césarienne, mais ça, on ne le choisit pas forcément, la césarienne. Enfin, quoique, il y a des femmes qui le choisissent. Mais parce qu'après, on est plus en forme. Quand on prend des anesthésiants, après, on a quand même un côté un peu vaseux, endormi, etc. Et puis, il faut que notre corps, en plus, l'évacue. Et ça peut prendre énormément de temps. C'est ce qu'on ne sait pas dans les anesthésiants. Hein. Ça met quand même vachement de temps à sortir du corps. Donc, moi, je connais des femmes qui ont décidé et donc qui ont fait plus de la méditation, de la relaxation ou de l'auto-hypnose pour préparer leur accouchement. Ou il y a d'autres méthodes. Hein. Je dis celle-là, mais il y en a d'autres, quoi. Je rappelle aux hommes qu'on ne peut pas prendre, nous, la péridurale. C'est pas permis à nous. Oh, c'est dommage. C'est vrai que déjà, quand on voit la taille de l'aiguille au moment de la péridurale, rien que là, on peut s'évanouir quand on est un homme un peu sensible. C'est ça. Moi, je l'ai entendu dans ma colonne vertébrale, j'ai entendu le crrr. Je me suis évanouie. J'avoue que l'aiguille est assez impressionnante. Stéphanie, qui nous dit « J'hésite encore entre clinique et hôpital. Quelles sont les principales différences ?» C'est vrai qu'il y a des différences énormes. À La Rochelle, maintenant, on n'a plus à se poser la question, Oui, vu vrai. qu'il n'y a plus de clinique. Voilà, c'est réglé. Le choix est vite fait. Après, on peut éventuellement choisir une autre maternité plus loin, vers Rochefort ou Niort, par exemple. Mais sinon, c'est la maternité de La Rochelle. Du coup, les différences, ce que Il n'y a ça pas va une être... histoire de clinique, on est accouché par le gynéco, alors qu'à l'hôpital, généralement, c'est la sage-femme. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la clinique, effectivement, le suivi va être effectué par un gynécologue qui sera en général amené à être présent le jour J. Donc, on a cette garantie qu'on n'a pas à la maternité. Après, la différence, c'est aussi au niveau des propositions pour le jour de l'accouchement. Il peut y avoir des petites différences. Au niveau du tarif aussi, il peut y avoir des différences. C'est ce que j'allais dire. Donc on fait en fonction, quoi. Mais sinon, effectivement, c'est surtout ça le principal intérêt, c'est qu'on a la même personne pendant le suivi et le jour de l'accouchement, en théorie. Arnaud, qui nous dit « J'ai la phobie des hôpitaux, comment faire pour me rassurer ?» En fait, c'est Benjamin qui a posé la question, ou Alex. C'est ça. Pour rassurer Arnaud, c'est pas facile. Ça fait partie d'ailleurs la psychologie aussi pour le papa. Oui, non mais complètement. Rassurer le papa par rapport à comment ça va être le jour J dans l'hôpital, ça fait partie des questions qu'on pose le plus. Donc oui, c'est important d'en parler. Et concrètement, pour se rassurer, ça peut être déjà de faire une première visite quand en général c'est possible, de visiter les lieux, de se familiariser avec comment ça va être. Et puis ensuite, se focaliser plus sur le bien-être de la maman, parce qu'au final, il va être là, mais ça va être surtout pour soutenir sa compagne. Donc peut-être l'aider à trouver des moyens de se rassurer, de se recentrer sur lui-même pour pouvoir mieux être présent. On conseille à Arnaud d'assister au cours de préparation à l'accouchement, Sophie. Oui, tout à fait. Hein. Il faut qu'il se prépare, qu'il soit... pour le temps de la grossesse ou dans l'accompagnement avec sa compagne. Quand on est centré sur l'autre, on a moins d'angoisse. Après, c'est aussi ok si vraiment malgré tout ça, il a toujours peur. C'est aussi ok de dire maintenant je peux pas, je vais m'évanouir l'instant où je mets le pied là-bas. Et c'est aussi ok de se dire ça et du coup de l'assumer, de le dire à sa compagne, d'en discuter et de voir du coup comment on peut faire autrement. Faut pas que ce soit non plus une injonction pour les pères à être là si vraiment ça les met complètement mal, quoi. Ameline, une question de Benjamin, présentateur de la radio. Le fait d'être doula et de ne pas encore avoir d'enfants, est-ce que d'accompagner des couples, ça te donne envie d'en avoir ou au contraire tu te dis non, je vais pas m'embarquer dans cette galère? Ça m'a passé l'envie complètement d'avoir des enfants. Non, pour moi, c'est pas lié. Disons, moi, je trouve ça passionnant d'accompagner. Je trouve ça passionnant de voir comment se déroule la grossesse, l'accouchement, etc. Mon intérêt va là-dedans. Après, pour moi, c'est différent. Une expérience personnelle, c'est pas l'expérience de tout. Donc, c'est vraiment différent. Mon expérience personnelle C'était ça. C'était c'est comme si tu me demandais, en tant que sexothérapeute, si j'arrêtais de faire l'amour. Un peu ça, ce que tu viens de lui demander. Non, j'ai pas demandé si elle allait arrêter.
Non, mais est-ce que toi, tu ferais appel à une collègue du coup? Ah bah oui, complètement. Mais j'aimerais bien juste qu'il y ait une autre doula sur La Rochelle parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Oui. Donc, Il va falloir former Appel à quelqu'un. candidature. On va Appel à former candidature. Sophie et Sophie, tu pourras. Bon, déjà, ça va, j'ai déjà du boulot, moi. Ouais, mais t'adores ça. Ouais, oui. Je fais une formation. On va Oui, c'est vrai que je vais toujours en formation. On se retrouve demain pour continuer de tout vous dire sur le métier de doula. Ça sera le dernier jour de la semaine. On va être triste. On vous souhaite une très bonne soirée. Faites l'amour cette nuit. Et Faites des sinon, bébés. si vous ne faites pas l'amour, vous n'y arrivez pas. Demain matin, vous allez consulter Sophie. Ciao, Sophie. Ciao, Amelie. Ciao. Le sexe et vous, 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramager, Et Sophie Caldi avec le Love Store Planet Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro.